Voilà, cette invitation a été l'occasion pour moi de revenir sur des textes anciens, puisqu'effectivement, mon premier travail de sociologue était sur la ville de Bologne, et il y avait tout un chapitre qui était sur l'espace bolonais. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo en souvenir qui n'illustre rien, mais qui est simplement, pour moi, le souvenir. Et donc, je vais reprendre quelques réflexions à la demande de ce qui m'a été proposé par Karim. La ville, c'est le lieu des échanges commerciaux, c'est le lieu de la politique, et c'est le lieu d'une certaine permanence qui se transmet d'une génération à l'autre. Elle témoigne de ce que fut la vie collective, la forme concrète qu'a prise cette vie collective dans le passé, et en même temps d'une certaine continuité. Et donc elle porte la conception du monde et des passions des générations qui nous ont précédés. C'est l'héritage d'une collectivité historique particulière. Alors je vais vous citer le grand classique des sociologues sur le sujet, mais qui a, je crois, très bien résumé ce que je cherche à vous dire. Donc j'ouvre des guillemets, comme le groupe vit dans l'espace et sur le sol, c'est sur le sol que ses membres sont dispersés et qu'ils doivent se trouver. C'est dans l'espace que la société doit leur apprendre à s'accorder, car chaque société découpe l'espace à sa manière, une fois pour toutes, ou toujours suivant les mêmes lignes, de façon à constituer un cadre fixe où elle enferme et retrouve ses souvenirs. Maurice Alvax. C'est un beau texte et je trouve qu'il résume bien ce que je voudrais vous dire. Alors, pour comprendre le défi que pose aux villes comme à l'ensemble des sociétés nationales le rêve européen de construire une Europe politique qui soit unie par la paix et par l'état de droit, je voudrais, dans une première partie, rappeler le lien historique entre la ville et la démocratie. La ville a été le lieu où s'est inventée, par étapes successives, éventuellement tragiques, la démocratie. Aussi, elle est confrontée aujourd'hui, ce sera ma deuxième partie, à un double défi. Le premier, c'est celui qui se pose autant à la ville qu'à la démocratie, à savoir la modernité. Et d'autre part, celui de la construction européenne. Ce sera le troisième moment de mon propos. Donc, la ville et la démocratie, évidemment, il y a eu des villes qui ont existé longtemps avant que n'existe la démocratie athénienne. Les premières villes dans les bassins fluviaux de la Mésopotamie, de l'Égypte, de l'Inde, de la Chine, sont nées de la nécessité d'organiser les échanges des surplus agricoles avant d'être des lieux de pouvoir. Si on accepte l'idée que l'agriculture a commencé 10 000 ans avant Jésus-Christ, les premières villes seraient apparues 3500 ans avant Jésus-Christ, à peu près en même temps que l'écriture. Mais quelle que soit cette ancienneté de l'espace urbain, l'idée de la démocratie sur laquelle nous vivons est née dans la ville et par la ville de la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est là que l'idée de la démocratie a été inventée, même si c'est une forme très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est bien pourquoi cette ville en révèle le sens, les conditions de la pratique et les limites. Alors, la démocratie se fonde sur la citoyenneté. Comme vous savez, la citoyenneté est un terme aujourd'hui galvaudé, qu'on met à toutes les sauces, depuis le café citoyen. Mais il a un sens précis. Le citoyen n'est pas un individu concret, c'est un sujet de droit, détenteur d'une part de la souveraineté politique. Dans l'univers abstrait que construisent ces sujets de droit, puisque l'univers du droit est un univers abstrait, tous sont également des citoyens, quel que soit leur particularisme historique, religieux ou sociaux. La distinction entre la diversité objective des populations qui sont réunies dans la même unité politique et la transcendance de ces diversités par l'espace abstrait de la citoyenneté est au cœur du projet démocratique. Mais cet espace public abstrait, qu'en termes philosophiques, Jürgen Habermas qualifie, tenez-vous bien, d'espace communicationnel et intersubjectif, bon, je vous dis simplement
espace abstrait, on se comprend. Il ne prend sens que s'il s'incarne dans la réalité des lieux et des pratiques, que s'il s'incarne dans l'espace concret de la ville. Les rapports sociaux et la vie quotidienne se déroulent nécessairement dans ce cadre spatial. C'est-à-dire que la ville n'est pas seulement un ensemble de bâtiments, de monuments, c'est une entité sociale, c'est une entité politique. Elle exprime, elle traduit et elle renforce en même temps une certaine conception et une certaine pratique de la vie en commun. Ce qu'on a pu appeler la cité-État, c'est-à-dire la polis, P-O-L-I-S des Grecs, ou la communauté démocratique de l'Antiquité, c'est-à-dire la communauté démocratique de l'Antiquité, est une ville au sens urbanistique du terme, mais c'est aussi le lieu où s'exprime la volonté collective d'exister politiquement en tant que communauté politique consciente d'elle-même, créée par la volonté des êtres humains. Elle est née de l'association des citoyens sous l'égide d'une loi commune et d'une même représentation de ce qu'est la justice, pour reprendre l'expression d'un de vos anciens orateurs, Alain Supiot. Il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, selon la formule dévalorisée qui domine aujourd'hui, mais de former une véritable communauté unie par son projet politique et instituant et légitimant le dialogue entre les hommes pour organiser la vie commune et canaliser la violence. Vous savez qu'on a besoin de canaliser la violence. Ce sont les institutions qui précisent et qui entretiennent par leur dynamique propre ce sens partagé et qui fondent les sociétés humaines dans toute leur diversité. Grâce à la langue, qui est la première référence commune qui permet aux êtres humains de se comprendre par ce système symbolique qu'est le langage commun, par-delà la diversité des langues, ce qui permet de résoudre les problèmes collectifs par le dialogue et non par la violence. Et donc c'est à Athènes qu'est né ce lien fondamental entre, d'une part, l'espace concret de la ville, celui de la pierre, du bois, de la brique, de la terre, celui des maisons familiales, celui des monuments, d'un côté, et de l'autre côté, cet espace public, abstrait, celui de la politique, qui fait exister la communauté des citoyens. C'est le livre que j'aurais aimé que vous citiez parce qu'il était directement en relation avec ce propos. L'espace public abstrait, donc, celui qui la politique, qui fait exister la communauté des citoyens par le respect des règles légitimes. La cité, avec un C majuscule, c'est-à-dire au sens politique du terme, c'est-à-dire la communauté des citoyens, est née dans l'espace concret et par l'espace concret qui en assurait le fonctionnement et la transmission. C'est l'espace concret qui contribue à créer l'espace public, qui construit du commun, qui unit les hommes en organisant et en canalisant leurs conflits et en entretenant les liens qui sont nécessaires à leur collaboration. La police grecque est un espace fictif, comme l'est la politique et le droit, mais elle a des effets bien réels, celui de fonder l'exercice de la politique en tant qu'art de régler tous les problèmes que pose la vie en commun, non par la violence, mais par la parole. La ville de l'Antiquité est en même temps l'urbe, c'est-à-dire l'ensemble des maisons et des bâtiments, l'espace concret, et la civitas, c'est-à-dire la communauté des citoyens, au sens à la fois juridique et politique. C'est la police qui humanise l'espace concret, c'est le lieu du débat rationnel qui permet aux êtres humains de vivre démocratiquement. Jean-Pierre Vernant avait montré le sens de l'hémicycle dans lequel se déroulaient les débats à Athènes, parce que la forme même de l'hémicycle incarnait le droit égal de chacun des citoyens présents à la même parole, puisque chacun était à égale distance du centre où se trouvait le sceptre, qui symbolisait et garantissait le caractère public de la parole. L'hémicycle, c'est le lieu où l'on s'assemble selon des procédures réglées pour débattre sur un pied d'égalité
et prendre des décisions qui s'imposent ensuite à tous. Si vous voulez avoir un écho de l'inquiétude des temps, c'est la façon dont, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, se déroulent les débats. C'est remettre en cause, par la manière dont l'espace est organisé, les principes mêmes qui sont au fondement de la démocratie. Dans l'Europe moderne, la ville est liée à toutes les étapes de l'histoire de l'émancipation. Vous connaissez le célèbre adage allemand du XVe siècle, « L'air de la ville rend libre ». Et il signifiait à cette époque que les habitants de la ville pouvaient échapper à la pression du monde féodal qui fixait radicalement les statuts des uns et des autres par leur naissance. La ville, par rapport au monde de la féodalité, devenait alors un lieu privilégié d'interaction, d'échange, de rencontres et de confrontations, dont les règles n'étaient pas fixées à l'avance et qui donc pouvaient être inventées. C'était le lieu de l'innovation des manières de vivre ensemble et de commercer ensemble. Alors, en écoutant le rabbin Waknin dimanche dernier, j'ai entendu que le mot hébreu, je ne connais pas un mot d'hébreu, de la ville, qui désigne la ville, signifie « en éveil », ce qui est directement en écho à ce célèbre adage. Et d'ailleurs, on peut penser que la longue réticence de l'Église catholique en tant qu'institution centralisée, sa longue réticence au monde urbain, vient sans doute de cette liberté. D'ailleurs, dans son Utopie, Thomas More, comme Erasme, voit la ville comme le haut lieu de la culture, de la civilité, même si alors la plupart des membres de la société continuaient à cultiver la terre. Il faut ajouter que la ville en révèle aussi les limites et les contradictions. C'est au moment où la ville est apparue comme le moment de la liberté que s'invente le ghetto, qui inscrit dans la ville, dans le concret, la marginalisation radicale des Juifs dans la société chrétienne de l'époque. Comme vous savez, la ville fut aussi le lieu de la Grande Révolution, qui marqua l'entrée de la nation française dans la modernité politique, et elle reste au cœur de notre imaginaire politique. La Révolution, d'abord à Versailles, près du château du monarque, se développe ensuite au cœur de Paris. On y fait revenir Manu Militari, le roi, la reine et l'héritier, depuis leur château de Versailles. C'est d'ailleurs sur la future place de la Concorde qu'on décapite le roi, valeur symbolique extrême. Nombre d'églises parisiennes ont été alors détruites par les révolutionnaires pour symboliser l'avenir d'un pouvoir qui ne serait plus religieux, mais civique, celui des citoyens. Tout au long du siècle, du 19e, et même un peu le 20e, enfin tout au long du 19e siècle, les journées révolutionnaires se déroulent à Paris. Les grands travaux d'Haussmann entendent renouveler le Paris historique, mais aussi contrôler ces Parisiens incontrôlables qui deviennent facilement révolutionnaires. Et symboliquement, c'est juste en face, de l'autre côté de la Seine, où le roi fut décapité, que s'installe le nouveau pouvoir, celui de l'Assemblée nationale. L'érection de barricades, l'organisation des manifestations dans les rues de Paris, comme vous savez, pour organiser la contestation des décisions ou l'exercice du pouvoir, reste au cœur de la culture politique française et supprime tous nos amis européens pour qui la manif n'est pas au cœur de la tradition politique comme pour nous. J'ajoute sur ce panorama extrêmement rapide de l'histoire que la ville du 19e et du 20e siècle, surtout au 19e, est critiquée par les socialistes et par les conservateurs. On oppose volontiers le vice de la ville qui s'industrialise et la pureté de la campagne traditionnelle. Regardez les textes de l'école primaire de la Troisième République. On y célèbre les charmes de la campagne, on y dénonce les excès des villes et de l'industrie de l'époque. En sorte que la fameuse formule « La terre, elle, ne ment pas », la célèbre formule du maréchal Pétain en 1940, est quand même ultime écho, comme aussi la formule d'Alphonse Allais « Il faut construire les villes à la campagne ». Donc,
ces quelques évocations pour vous dire que la ville et la démocratie sont historiquement étroitement liées. Il est vrai que les villes ou les cités-États ont cessé d'être les acteurs principaux et des acteurs politiques indépendants au fur et à mesure que s'édifiait le pouvoir national étatique. Et désormais, l'idée démocratique, qui est née, encore une fois, dans et par la ville, est liée à la nation. Donc, que devient la place de la ville dans la modernité la plus récente ? Nous le savons tous, l'urbanisation croissante est, au niveau mondial, l'une des caractéristiques de la modernité. Elle implique une redéfinition des relations entre la ville et la campagne et une redéfinition de la manière dont les liens et les échanges entre les villes et les campagnes sont imbriqués. Dans les pays européens, mon collègue Henri Mintras a analysé, il y a déjà il y a 50 ans au moins, la fin des paysans, c'est-à-dire la fin des paysans traditionnels attachés à leurs terres, agissant dans un périmètre restreint, qui sont désormais, depuis la modernité de la presque Seconde Guerre mondiale, devenus des entrepreneurs faisant de l'innovation rationnelle, maîtrisant des procédés techniques récents, connectés aux marchés nationaux, européens et même mondiaux. Cette évolution a évidemment transformé non seulement les conditions de vie du monde agricole, mais aussi l'image de la campagne et des relations entre la ville et la campagne. De leur côté, ça c'est pour l'Europe, de leur côté, les nouvelles villes d'Afrique devenues tentaculaires sont en train d'inventer une nouvelle forme d'urbanisation. Alors les mots contemporains ne manquent pas pour caractériser la ville moderne et leur multiplication même révèle l'interrogation sur le sens de la ville. La multiplication des qualificatifs témoigne de l'altération du lien fondateur entre la permanence du bâti et le renouvellement des générations de citoyens qui discutent et décident des affaires communes. Cela témoigne en même temps, dans nos pays où la ville fut réinventée sous sa forme moderne, de l'affaiblissement de l'idée démocratique. J'ai été très frappée, en lisant la documentation que m'a envoyée Karim, du nombre de qualificatifs. Hyperville, ville poreuse, créative, diffuse, globale, stationnaire, résiliente, fertile, frugale, compacte, inclusive, circulaire, ville-territoire, ville générique, métropole horizontale, ville émergente, numérique, ville du quart d'heure, ou même One Minute City, c'est Stockholm, ou encore Métapolis, Zwischenstadt, Smart City, cité intelligente. À travers cette multiplication, c'est la traduction d'une interrogation, parce que si c'était clair, on n'aurait pas besoin d'inventer de nouveaux caractéristiques. Et donc, à cette occasion, on remet en cause les oppositions qui structuraient l'opposition ville-campagne, l'opposition entre le centre et la périphérie, et on déplore l'étalement ou l'émiettement des groupes urbains. On se demande si les villes petites ou moyennes du centre des États-Unis ne donnent pas l'exemple de ce que risquent de devenir les villes modernes quand le centre de la ville, celui qui donne son sens à la ville, se résume à une banque, un saloon et un ou deux commerces, en général d'armes d'ailleurs, et où ça n'est plus ni le lieu de l'habitation qui réunit par la proximité des populations diverses, ni le lieu de la conscience politique commune. Et on peut se demander si la modernité technique ne remet pas en cause ce lien historique entre la permanence du bâti et le renouvellement des générations de citoyens qui décident et discutent des affaires communes. Même dans les sociétés européennes, qui sont évidemment plus chargées d'histoire que les États-Unis, le statut de la ville, du rôle qu'elle peut avoir, sont devenus ambigus. En France, on observe, comme vous savez, la passion du pavillon familial,
puisque 55% des Français vivent dans un pavillon. Et cette passion témoigne, entre autres facteurs, du repli sur le privé, avec malgré tout le désir de profiter de la proximité de la grande ville et de ses ressources. Mais l'étalement des villes qu'on observe depuis quelques décennies contribue à isoler les individus les uns des autres et non à les réunir comme le faisait la ville traditionnelle. D'une certaine façon, cela traduit, sinon une forme de sortie, du moins une forme de distance à l'égard de la vie politique et de la vie démocratique. On s'entretient soi-même dans le confort de son monde à soi, avec l'illusion d'une indépendance totale, en supprimant même les obligations du règlement de copropriété. Et les nombreux conflits de voisinage témoignent de cette aspiration à la propriété et du besoin d'être protégé contre l'extérieur. Le centre des villes européennes, dont je vous ai donné un exemple qui m'est cher, riche de leur passé et de leur architecture, risque de devenir seulement le lieu du tourisme de masse et non plus celui qui fixe le sens politique et qui définit le commun de la société. Il est vrai qu'il reste en France, en tout cas, le sens hérité de la monarchie, de la volonté des présidents de la République de marquer l'espace de la capitale. Le centre Pompidou, le musée d'Orsay de Valéry Giscard d'Estaing, la pyramide du Louvre de Mitterrand avec l'accord de Chirac, le site Mitterrand de la BNF, le musée des arts premiers de Jacques Chirac. Quant à Nicolas Sarkozy, il a accepté dans un lieu privilégié de Paris que soit construite une immense église à la gloire de l'église orthodoxe russe étroitement liée au pouvoir, qui reste pour moi un sujet de honte et d'indignation. Le commun devrait toujours viser l'universel. Alors, les jeux vidéo, les contacts entre les hommes par écran interposé, que nous connaissons même aujourd'hui, enfin, le confinement dû à la pandémie ont progressivement imposé l'idée que désormais, le virtuel transformait les échanges personnels, qu'ils soient personnels, commerciaux ou politiques. Le distanciel remplacerait le présentiel, comme on dit, et le virtuel deviendrait le réel, il n'y aurait plus de distinction entre l'un et l'autre. En conséquence, la Smart City, théorisée par Koolhaas, deviendrait le modèle de la ville, qui cesserait d'être le lieu du commun pour devenir celui des techniques de la modernité. Et dans cette perspective, l'architecte n'existerait plus, il serait remplacé par l'ingénieur en tant qu'il est le maître des nouvelles techniques. Il est vrai que l'espace concret est réduit par l'artificialisation des sols, puisqu'on évalue à l'équivalent d'un département, de la surface d'un département en France en moins tous les 10 ans, la marchandisation et la financiarisation des entreprises. L'espace public, lui, est menacé par des privatisations de ce qui était commun à tous. L'affaiblissement de la distinction entre l'espace concret et l'espace public révèle la fragilité, ou la fragilisation en tout cas de la démocratie, en même temps que celle de la ville. Il est vrai que l'espace virtuel, construit et animé par l'éthique, risque de remplacer l'espace réel sur un mode qui peut devenir pathologique, parce qu'il donne l'illusion de l'immédiateté et l'illusion de la présence, alors que les interlocuteurs ne sont pas là, ne sont pas présents. Il transforme la conception du temps et de l'espace dans lesquels nous avons été formés. On évoque, du coup, l'idée de la déterritorialisation des échanges entre les êtres humains, et cette déterritorialisation entraînerait la ville avec elle. Or, il me semble qu'il faut nuancer cette idée. L'espace virtuel ne remplace pas l'espace, et pas totalement l'espace réel. Et beaucoup d'exemples, me semble-t-il, le montrent. Après le confinement, où beaucoup d'entreprises, toutes celles qui le pouvaient, avaient fonctionné par l'espace virtuel, et on avait pensé que le monde de l'entreprise serait transformé
par cette expérience. Et il est vrai que les entreprises ne sont pas retournées exactement au monde comme avant le confinement, mais en même temps, elles ne sont pas restées dans le monde virtuel, car elles se sont aperçues qu'elles ne fonctionnaient que par des échanges concrets entre les personnes, et que l'innovation qui était au cœur de leur projet et de leur mode de fonctionnement reposait sur des échanges entre des personnes réelles autour de la fameuse machine à café, qui est le lieu où les grandes innovations se sont faites par des échanges réels, ce que ne permet pas les écrans. L'entreprise est un lieu d'innovation et les véritables relations doivent se faire entre des personnes. Rien ne remplace la présence et les échanges entre les personnes réelles. L'idée de la déterritorialisation politique a aussi montré ses limites et d'une façon peut-être plus tragique que celle des entreprises. La réalité du matériau, pierre, bois, briques, terre, continue à s'imposer. Et les événements politiques ont d'ailleurs redonné un sens aux murs, destinés à séparer deux mondes politiques. Qu'il s'agisse du mur de Berlin, du mur d'Irlande, ou celui qui, construit par les Israéliens, était destiné à les protéger des terroristes. Ces murs redonnent vie à l'idée ancienne de la Grande Muraille de Chine, ou au mur qui fut érigé en Provence continentale, par lequel on avait essayé d'arrêter la progression de la peste qui était arrivée par les navires à Marseille, sans y arriver vraiment. D'une certaine façon, le confinement qu'on a connu, expérience intéressante, était une forme de mur légal. C'était comme si on construisait des murs. Mais il arrive même que le mur détruit matériellement reste présent dans les esprits. Pendant des années, alors que depuis novembre 89, on circulait librement, sans point de contrôle, entre l'Est et l'Ouest de Berlin, très longtemps, le promeneur sentait encore qu'il passait d'un monde à l'autre quand il passait de l'ancien Berlin-Ouest à l'ancien Berlin-Est. Et aujourd'hui, à Belfast, les murs de la paix qui avaient été érigés depuis les années 1970 jusqu'au traité de paix de 1998 et qui devaient être détruits en 2023, ils sont toujours là, et sur le sol, et dans les esprits. Et donc l'idée que le monde est devenu déterritorialisé doit être remise en question. Et hélas, les guerres actuelles, en Ukraine, en Israël, sont des guerres comme autrefois, avec leur passion nationale et nationaliste, où l'on peut mourir pour regagner quelques mètres carrés de terrain, alors que les spécialistes, depuis quelques années, des techniques militaires, nous avaient expliqué que désormais on pouvait faire la guerre à distance avec 0 mort. Or, nous assistons au fait qu'un pouvoir impérialiste essaye d'annexer son voisin, que chaque lopin de terre est le fruit d'un combat acharné entre des hommes et maintenant des femmes et des civils, sur le triste modèle des guerres du passé. Il est vrai que les instruments techniques de la guerre ont changé, que la communication, la sophistication des instruments du combat ont progressé, mais le sens de la guerre, l'effet de la volonté des uns et des autres, la présence des combattants, la force de l'organisation des ressources, du matériel et de la gestion des hommes font leur place à un espace qui n'est pas du tout virtuel, qui est tout à fait réel. Et je pense que de même, l'espace concret de la ville garde son sens, même s'il se modifie ou s'il se renouvelle avec la modernité. Alors j'en viens au troisième point, qui est le défi de la construction d'une Europe démocratique. La construction de l'Europe pose en effet à la ville un autre défi, et c'est celui que pose aux nations elles-mêmes la construction d'une Europe démocratique. Dans l'histoire dans l'histoire de la modernité politique, laissons de côté Athènes qui est autre chose,
la démocratie s'est toujours exercée au niveau national. Et donc c'est un défi que de vouloir construire une citoyenneté, une démocratie au niveau supranational. Et ce défi entraîne l'interrogation sur la place de la ville dans cette construction. Alors, il ne suffit pas de dire que toute ville en Europe est une ville européenne parce qu'elle est en Europe. La ville en Europe est d'abord nationale, dans la mesure où elle est l'héritage d'une histoire nationale et souvent infranationale. C'est en tout cas le cas des villes italiennes qui sont l'héritage d'une ville, d'une histoire qui fut longtemps infranationale, alors qu'en France, Paris est plus l'héritière d'une histoire nationale. Toute société, comme je l'ai dit en commençant, s'inscrit dans l'espace qu'elle occupe et qu'elle continue à prolonger. Donc il n'existe pas, en ce sens, de ville européenne, même à Bruxelles, où l'on trouve un quartier de l'administration européenne. Cela n'en fait pas pour autant une ville européenne. Et il n'y a pas de ville européenne parce que cela ne fait que traduire le fait que le peuple européen lui-même est en gestation et qu'il faudra du temps, et sans doute beaucoup de temps, pour qu'il soit incarné, et pour que les villes, du coup, quel que soit le poids de leur passé, deviennent des villes européennes en tant que telles. Alors je voudrais dire 2 mots sur la spécificité des villes européennes avant de présenter l'interrogation sur la construction de l'Europe démocratique. Les villes européennes, les villes de l'Europe, ont chacune leur histoire. Elles entretiennent un rapport différent aux politiques, et ce rapport est inscrit dans les pierres. Le rôle fondateur de l'État français pour créer la nation depuis Philippe le Bel est imprimé, comme vous le savez, dans toute la géographie parisienne. Il y en a quelques exemples pittoresques. La résistance du ministère des Finances pour quitter les bâtiments du Louvre contre toute rationalité managériale et la politique pendant des décennies pour transporter le ministère des Finances du musée du Palais du Louvre jusqu'à cet endroit très lointain où il est maintenant. Parce que c'est au Louvre que s'est construite la nation française et c'est au Louvre que le ministère des Finances, qui construit la France, devait se trouver. Bon, c'est l'impression même dans les pierres d'une histoire particulière. Vous avez sans doute observé combien l'installation du président de la République dans le palais de l'Élysée est parfaitement irrationnelle, étant donné le pouvoir dont il dispose. Mais jamais il n'a été question de disposer de bureaux rationnellement équipés en dehors d'un palais historique qui était au cœur de la conception de l'État français. Regardez Berlin tout à fait dans une autre perspective. D'abord sa situation, tout à fait à l'est du pays, pour des raisons historiques que nous connaissons. Berlin n'est pas du tout au centre de l'Allemagne, en raison de la fixation des frontières à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La ville est fascinante dans la mesure où elle garde les blessures de l'histoire qui sont inscrites dans les pierres incrustées sur les trottoirs, qui portent le nom des Juifs qui ont habité là avant d'être déportés, dans les fragments du mur, un M majuscule, qui a disparu dans sa matérialité mais continue à imprégner les esprits, dans la construction d'un nouveau Bundestag qui doit effacer celui dans lequel Hitler a pris le pouvoir, sans oublier le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, situé à la place d'un ancien no man's land qui bordait autrefois le mur, non loin de la porte de Brandebourg, dont les stèles grises massives évoquent avec sobriété et force l'atrocité du génocide. J'ai travaillé dans les débuts de ma carrière de sociologue sur le sens politique des villes italiennes, là où est né le capitalisme moderne. C'est pour ça que j'ai voulu illustrer ce propos par mes souvenirs de Bologne. Elles sont les héritières d'une longue histoire communale
et elles continuent à exprimer et à façonner la conception que leurs habitants ont de leur société. Le capitalisme commercial qui est né a été concomitant d'un mouvement communal dans un pays qui n'a pas du tout connu la féodalité, comme la France. Et aujourd'hui, la ville reste le lieu du pouvoir sur sa province, et ce n'est pas un hasard si le terme de province désigne en italien et en Italie ce que les Français appellent les départements d'un pouvoir central qui reste centralisé à Paris. Que ce soit les Vénitiens, les Milanais, les Bolognais ou les Romains, ils vivent dans les pierres du passé. Et sur les places, comme sur la Piazza Maggiore de Bologne, on trouve en général à la fois le palais communal de l'ancien souverain dans lequel s'est installé le pouvoir politique récent et la cathédrale, c'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Dans le cas de Bologne et dans d'autres cas aussi, c'est le lieu d'ailleurs où se croisaient le Cardo et les Decumanus de l'Empire romain, c'est-à-dire que c'est inscrit dans le centre de la ville le souvenir de l'Empire romain. Et en même temps, c'est encore le centre de la vie sociale, puisque entouré des palais qu'habite l'ancienne noblesse, la bourgeoisie enrichie, c'est là qu'ont lieu toutes les manifestations politiques et culturelles. La place centrale reste le centre politique et social de la ville. On pourrait faire l'analyse pour Milan de la même façon. Alors cet espace, donc hérité du passé, donne à tous le sentiment de sécurité qui naît du fait de savoir où en sont les choses et les gens. Et je citerai à nouveau Alvax, parce qu'aujourd'hui comme hier, comme il le dit, la pensée du groupe trouve dans les représentations qui lui viennent de ces conditions spatiales un principe de régularité et de stabilité. Donc, la citoyenneté européenne doit s'articuler à l'héritage des citoyennetés nationales. La citoyenneté historiquement liée à la nation peut s'exercer au niveau supranational, théoriquement. Mais l'histoire n'a pas été jusqu'à présent en ce sens. Est-ce que l'Europe peut être un simple marché, le lieu de la libéralisation des échanges économiques ? Il me semble que les sociétés, même modernes ou post-modernes, comme on dit maintenant, ne peuvent évacuer la dimension politique. Il faut un lieu de la redistribution des ressources sociales pour compenser les effets à court terme du développement capitaliste sur certaines populations. Il faut un lieu pour régler de manière démocratique les conflits et les rivalités entre les groupes sociaux. Il faut un lieu où se matérialise la volonté d'exister, d'affirmer ses propres valeurs, au besoin en recourant à la force. En un mot, il faut un lieu du politique. Il faut donc penser, pour construire l'Europe, il faut penser et souhaiter une forme d'organisation politique démocratique dans laquelle le principe civique se traduirait par des institutions et des pratiques qui auraient lieu non plus au niveau national, non plus seulement au niveau national, mais au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau européen. Mais il importe de comprendre, plus pour les surmonter, les difficultés qu'on rencontre pour construire un espace public commun, qui est la condition de la constitution d'une citoyenneté européenne. Le projet consiste en effet à construire un lieu au sens abstrait, mais au sens aussi concret du terme, un lieu dans lequel les membres des sociétés européennes se reconnaîtraient comme des citoyens. Pour cela, il faudrait que des enjeux, des débats, des institutions l'organisent et qu'ils soient communs à tous les citoyens de l'Europe. Concrètement, cela signifie qu'il faudrait que des électeurs français, je disais toujours français ou anglais, mais maintenant je doute, je ne suis pas sûre qu'il faut parler des anglais, mais en tout cas que des électeurs français ou italiens votent
pour des Allemands ou des Espagnols, non pas en fonction de leur appartenance nationale, mais en fonction de leur proximité politique, parce qu'ils partagent la même vision du monde, les mêmes aspirations politiques et les mêmes valeurs, les mêmes volontés, les mêmes choix de politique. Et donc, cela suppose que les choix et les actions politiques ne soient pas exclusivement déterminés par l'appartenance nationale, même si, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'ils en soient totalement indépendants. Et donc, il faut que les citoyens de l'Europe voient dans les gouvernants issus d'élections européennes des gouvernants légitimes, c'est-à-dire qu'ils acceptent les décisions qu'ils prennent, même si elles leur apparaissent contraires à leurs intérêts immédiats. C'est ça le problème, c'est ça le véritable enjeu, c'est ça le défi de la construction de l'Europe et des institutions européennes. Il faut que les institutions européennes soient légitimes pour que la citoyenneté prenne un sens réel et non pas seulement formel, pour reprendre une vieille terminologie de la pensée marxiste. Comment alors réaliser cet espace public alors qu'il ne bénéficie pas de l'enracinement dans les traditions, dans les institutions nationales qui ont jusqu'à présent intégré les individus de l'âge démocratique dans les villes et dans les nations? Est-ce qu'on peut le faire sans qu'il existe des villes dans lesquelles on se reconnaisse et des frontières définies, alors que les traditions nationales diffèrent d'un pays à l'autre? On vote différemment, on a des modes de scrutin différents, on a des traditions politiques différentes d'une nation à l'autre en fonction d'une histoire, en fonction de la manière dont la démocratie est née dans les différentes nations. Il a fallu beaucoup de siècles pour que les pratiques démocratiques, ces pratiques qui ne sont ni spontanées ni naturelles, qui sont le produit d'une éducation et d'une histoire, puissent être convenablement intériorisées par les acteurs sociaux au niveau national. Donc on peut se demander combien il faudrait de temps pour qu'il puisse aussi s'exercer au niveau européen. Il est évidemment souhaitable, quand on regarde la carte du monde et les dangers qui menacent la démocratie, il est évidemment souhaitable que se construise cet espace public européen pour donner plus de poids et plus de force à l'Europe. Il est donc souhaitable que les citoyens jugent légitimes les gouvernants qu'ils élisent au niveau européen et les décisions que ces derniers prennent. Mais il ne faut pas oublier que dans la courte histoire des démocraties modernes, c'est-à-dire 2, peut-être 3 siècles au maximum, très court dans l'histoire, les peuples démocratiques se sont plus souvent battus pour défendre leur patrie que pour défendre les valeurs démocratiques. Et donc, on peut s'interroger sur le sens, sur la volonté politique qu'aurait une future entité politique européenne. On comprend qu'après l'expérience dramatique de la Seconde Guerre mondiale, on ait condamné les nations, les nationalismes déchaînés, et qu'on ait voulu rompre avec toute forme de nationalisme. Mais nous sommes maintenant devant le risque que ça puisse avoir pour conséquence de construire une Europe purement économique et marchande, où les individus ne seraient plus que des acteurs économiques qui contribuent à et qui bénéficient de la redistribution des ressources de l'État-providence, mais qui oublient et qui n'est plus la volonté politique de se défendre et d'affirmer ses valeurs. Or, la politique ne consiste pas seulement à produire et à redistribuer des ressources, elle tient aux valeurs et à la volonté, dans les démocraties, elle tient aux valeurs et à la volonté politique de les affirmer. Alors la construction de l'Europe nous a apporté la paix démocratique entre les nations de l'Europe, et la prospérité, une prospérité qui est relative comme toutes les prospérités, mais qui, comparée au reste du monde et à l'histoire, est indéniable. Et on ne peut que souhaiter que la citoyenneté européenne s'élabore avec la citoyenneté nationale. Mais elle n'est pas donnée. Elle sera le produit de la volonté des gouvernants, des intellectuels, des professeurs peut-être, et en tout cas de tous les citoyens de l'Europe, parce qu'elle est à construire. Et comme toutes les constructions de l'homme qui font appel
plutôt à la sagesse et à la raison, elle est fragile, parce qu'elle repose sur la volonté des hommes d'être de vrais citoyens européens. Alors le sens des villes de l'Europe permet de comprendre le sens et les limites de ce rêve européen. Les villes sont à l'image de la diversité des formes concrètes, de la diversité des villes, en somme, est à l'image de la diversité des formes concrètes des sociétés démocratiques. Les régimes parlementaires diffèrent, les modes de scrutin, les relations entre le pouvoir et les corps intermédiaires distinguent les anciennes et les nouvelles démocraties, les traditions protestantes du Nord et celles des catholiques du Sud. Or, la démocratie, qu'elle soit nationale ou européenne, ne peut exister en dehors de ces formes concrètes qui donnent une réalité concrète aux principes abstraits de la citoyenneté et de la démocratie. On ne peut pas construire une Europe, on ne pourra pas construire, on ne peut pas construire une Europe politique si les institutions et les imaginaires qui peuvent la rendre effective restent nationales. Alors on sort du problème en disant l'unité dans la diversité. Oui. C'est une formule paresseuse pour s'économiser de poser le problème réel, qui est quel est le niveau et la forme de la diversité qui soit compatible avec une entité politique commune. Et donc la ville, parce que par le poids du passé qui est inscrit dans l'espace architectural, révèle le défi auquel les Européens, qui se veulent les instituteurs d'un univers de paix et de respect réciproque, se doivent de répondre. D'autant que les événements récents l'ont montré, ils ne devraient pas ignorer, d'une part, la contestation intérieure de l'ordre démocratique par les partis extrémistes, et d'autre part, la vigueur de leurs ennemis extérieurs, de la Russie à la Chine, de la Turquie aux terroristes islamistes, qui cherchent à l'abattre. Et donc la volonté politique ne se décrète pas, mais elle est nécessaire aux démocraties si elles veulent survivre. Je vous remercie.